Bonjour chers téléspectateurs de Burkina Info, bienvenue à cette émission consacrée à la santé. Pour ce numéro, nous nous intéressons à ce nouveau métier qu'est la sage-femme. Ces corps de métier comprennent des agents de santé qui ont la lourde responsabilité d'assister la femme enceinte avant, pendant et après l'accouchement. Ils ont également pour mission de veiller sur le bien-être de la mère et de l'enfant et de lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Nous rappelons que cette émission est l'initiative de l'association burkinabé des sages-femmes et maïticiens. Et sur ce plateau, nous avons Blanche Zungrana Zongo qui est la présidente de l'association. Bonjour Blanche et bienvenue. Bonjour. Également sur ce plateau, Paul Sibiri Ouedraogo, attaché de santé en soins obstétricaux et gynécologiques. Et vous êtes également conseiller de santé et enseignant permanent à l'École nationale de santé publique des Ziaré. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Également sur ce plateau, Cindy Sanata Nebie Ouedraogo, vous êtes sage-femme et ingénieure en sciences infirmières et obstétricales, option soins infirmiers et obstétricaux à la direction régionale de l'École nationale de santé publique. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà. Donc, nous commençons avec Madame Blanche Zungrana. Vous êtes la présidente de l'association burkinabé des sages-femmes et maïticiens. À part tout ce qu'on a dit en haut, à savoir la prise en charge de la mère, de l'enfant, de la grossesse pendant, avant et après l'accouchement, quelles sont les tâches qui sont dévolues à la sage-femme? Ok, merci beaucoup tout d'abord pour l'opportunité offerte à notre association de pouvoir échanger, de parler sur la santé maternelle et de notre profession sage-femme en général. Merci beaucoup à Burkina Info. Alors, il faut dire même que tout d'abord, même la sage-femme, même c'est qui? Alors, la sage-femme, c'est une personne qui a suivi d'abord une formation dans un établissement de santé, que ce soit un institut ou une école nationale en fonction des pays, et qui a été sanctionnée avec un diplôme après la formation, voilà, et qui est autorisée à exercer. Voilà, donc, et qui a prêté serment. Voilà. Donc, alors, les rôles dévoués à la sage-femme, la sage-femme joue un rôle multidimensionnel et puis stratégique. En ce sens que en fonction du niveau d'affectation ou le lieu où elle se situe, il y a des attributions qui sont allouées à la sage-femme, notamment dans les milieux de soins. Nous avons que la sage-femme offre les soins et le suivi de la grossesse. Pendant l'accouchement, elle est là. Pour le suivi et l'accouchement, elle est là également pour le suivi en postpartum après l'accouchement jusqu'au 42e jour. Voilà, la sage-femme est une personne qui est à l'écoute, en ce sens que c'est une conseillère et une éducatrice. D'où le nom sage-femme. D'où le nom sage-femme. Alors, vous me rappelez quelque chose dans l'Antiquité, il faut dire que la sage-femme, c'est une profession qui a existé avant même la médecine moderne. Et elle était considérée comme, et l'accouchement étant considéré en son temps comme étant une divinité. Voilà, donc la sage-femme était cette personne qui était l'élu choisi de Dieu, qui était tellement considérée pour aider, et c'était la personne sage pour aider les femmes à mettre au monde les enfants. Donc dans ce sens, elle était entre le monde spirituel et le monde de la divinité terrestre. Et c'est elle qui était à l'intermédiaire. Donc, c'est une personne qui est... La profession, c'est vraiment une profession noble. Voilà. Une profession noble, exaltante. Mais pourquoi les hommes exercent ce métier? Et pour les hommes, on vous appelle des maïticiens. C'est ça. Ouais. Bon, à quel moment il y a eu cette ouverture aux hommes? Oui, il faut dire que, bon, pour ce qui est de Burkina Faso, que je connais bien, les hommes ont été introduits dans la profession sage-femme dans les années 85. Il semble que c'est en 1985 qu'on a recruté la première promotion. Et ça, c'était l'œuvre du président capitaine Thomas Sankara, qui, en son temps, avait vu que il n'y avait pas suffisamment de sages-femmes pour couvrir également le pays. Et il faut dire que les sages-femmes,
en son temps, c'était vraiment des privilégiés, il n'y en a pas beaucoup, et elles étaient formées dans des pays voisins comme au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et quand elles revenaient, elles étaient beaucoup plus utilisées dans les grandes villes, alors qu'il fallait également desservir également, en tout cas les zones un peu périphériques. Donc le capitaine Thomas Sankara en son temps a dit, comme voilà, c'est des femmes, on ne peut pas les envoyer en brousse. Nous, au Burkina, on va recruter également des hommes que nous allons former avec les sages-femmes et nous allons les envoyer également dans les zones reculées parce que là-bas aussi, il faut également des soins sages-femmes. Pourquoi peut-être on n'a pas gardé l'appellation sage-homme, oui. Voilà, pour faire quand même... oui, il faut dire que dans certains pays, effectivement, bon, on les appelle des sages-hommes, mais je ne sais pas ce qui a prévalu au Burkina, puisque le nom magnéticien aussi existe. Et ça a été accordé par l'Académie française en 1982. Voilà, et c'est le nom masculin également de la sage-femme. Et qui vient également à ce qu'on dit, des idées de ce célèbre philosophe Socrate, voilà, qui donnait les idées, il disait qu'il accouchait les idées. Donc on a copié ce nom pour donner également à l'homme qui aidait également les femmes à accoucher, pour dire que c'est un magnéticien. Avec l'arrivée des hommes en son temps 1984-85, comme vous l'avez dit, avec la mentalité africaine, est-ce que vous étiez accepté? Voilà, avec la mentalité africaine burkinabé en son temps, faire des hommes qui accouchent des femmes, qui suivent la grossesse de la femme en son temps, ce n'était pas évident. Bon, mais il faut dire que c'est vrai qu'en 1984-85, nous n'étions pas là, mais à écouter effectivement les anciens, je pense qu'il n'y a pas eu véritablement de problème pour leur intégration. Il n'y a pas eu de problème pour leur intégration. Ils ont travaillé bien comme les sages-femmes et travaillé également en tandem avec les sages-femmes. Et ils étaient vraiment également acceptés par les populations comme également de nos jours. Voilà, j'allais dire parfois même beaucoup plus adulés. Voilà. Madame Nebié, quelle est la particularité de ce corps de métier-là? Qu'est-ce qui rend beau ce corps de métier? Merci pour la parole donnée. Oui. Il faut noter que c'est une profession noble. Donner la vie, entendre un enfant crier, il n'y a pas une grande joie plus que ça. Donc, vous voyez que les sages-femmes sont au devant. Nous allons suivre la femme dès le début, dès qu'elle vient vous dire que madame, je sens que je n'ai pas vu mes premières règles, nous sommes à côté, nous allons faire les consultations prénatales, comme les gens aiment dire, les pesées. Nous allons suivre la femme, nous allons... en tout cas, nous sommes au premier rang. Donc, il n'y a pas de plus grande joie que ça. Donc, c'est vraiment une profession noble. Donc ça veut dire que la première tâche commence quand il y a la femme commence quand la femme, voilà, la première tâche c'est quand elle vient pour les peser, c'est-à-dire elle vient d'abord dans votre centre de santé, peut-être qu'elle ne sait même pas qu'elle est enceinte. On va faire les peser et on va faire le suivi postnatal, ça veut dire qu'il y a toute une liste de choses à faire. On va vérifier s'il n'y a pas de malformation, s'il n'y a pas de maladie. On va faire des examens sanguins et autres. Donc, c'est tout un ensemble. Ok. Madame Zumrana, vous voulez intervenir? Ok, merci. Alors, je voulais ajouter à ce qu'elle vient de dire la particularité de la profession sage-femme. Il faut dire que la sage-femme existe, elle est présente dans la vie de l'homme du début jusqu'à la fin de son cycle de vie. Elle est la première personne à accueillir le bébé qui fait le bonheur, la joie d'un couple, d'une mère et d'une famille et toute une communauté. Alors ce bébé a besoin, la sage-femme reste là avec cet enfant dans son évolution jusqu'à l'âge adulte, adolescent, et la sage-femme est toujours là au service de la population dans le cycle de la vie de l'homme. Merci, monsieur Ouedraogo. Oui. C'est un honneur d'accueillir l'enfant quand elle sort devant de la maman et d'annoncer aux parents que voilà, vous êtes parents. Parents, oui. Voilà. C'est un honneur. Comment vous vivez ces moments, ces instants?
Comme on voit dans l'image, voilà, des gens qui reçoivent un enfant, qui tirent l'enfant du ventre de la maman et qui annoncent la première nouvelle. C'est quand même des moments inoubliables. Oui, c'est des moments inoubliables. Et comme elles l'ont dit, hein, c'est vraiment un privilège et un honneur. Parce qu'il faut dire que généralement, comme elle vient de le dire là, généralement la sage-femme ou le magnéticien est le premier même à savoir que la femme est enceinte. Et il va dire à la femme, oui, on vous a examiné, on a trouvé que vous êtes enceinte, vous attendez un bébé. Et après également, quand elle va venir pour l'accouchement, on est également les premières personnes, le premier en tout cas à entendre le cri du bébé, à toucher le corps effectivement de ce bébé et à annoncer aux parents. Souvent on va dire à la maman, vous venez d'avoir une jolie petite fille, vous venez d'avoir un petit garçonnet. Et on va également informer les parents que voilà, madame a accouché et puis voilà, tout s'est bien passé. Ce sont vraiment des moments de joie. Et parce que c'est pendant 9 mois que les parents ont attendu ce moment, un moment, une attente mêlée à de la joie, bon, parfois également avec des angoisses, parce que quand même l'accouchement, il y a toute une série de problèmes également qui encadrent cela. Et vraiment annoncer que tout s'est bien passé et que le bébé se porte bien, c'est vraiment un honneur. Et puis bon, ça fait du baume au cœur. Madame Nibié, est-ce que dans les centres de santé, les femmes fréquentent réellement les centres de santé dans le cadre de l'accouchement, de la grossesse, tout? Dans les centres urbains comme dans les centres périphériques, en fait? Je peux dire que c'est fréquenté. De plus en plus, la charge de travail devient très élevée. Parce que les femmes fréquentent nos centres de santé, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les CSPS, en tout cas en périphérie comme en ville, c'est fréquenté. Donc du coup, comme je disais, la charge est élevée, il y a plus à faire. Donc du coup, ça demande également un grand plus de notre part. Parce que la salle est pleine, il y a plein de femmes qui attendent, il y en a même souvent qui sont couchées à même le sol. Donc ça joue psychologiquement même sur nous. Il y a des pleurs par-ci, il y a des femmes par-là qui crient. Donc ça demande un grand effort de notre part. Voilà. Est-ce que cela est dû à la gratuité des soins, oui, la gratuité des soins en 2016 ou bien parce qu'avant ça on parlait, c'était pas évident. Mais avec la gratuité, est-ce que c'est ça qui a suscité plus d'engouement? Avec la gratuité, on peut dire que ça a suscité plus d'engouement. Parce qu'avant, la femme venait et déboursait une certaine somme pour avoir certains produits, pour avoir une prestation donnée. Mais actuellement, avec la gratuité, c'est-à-dire tout est gratuit, comme le nom l'indique. C'est-à-dire vous venez, que ce soit la consultation, que ce soit les produits, que ce soit l'acte que nous allons poser, jusqu'à la sortie, tout est gratuit. Voilà. Oui, Madame Zungulana. Alors, il faut dire que merci pour, en ce qui concerne la fréquentation de formations sanitaires par les femmes. Je profite de votre plateau et également pour saluer les efforts consentis par le ministère de la Santé sur la stratégie de la gratuité qui a beaucoup eu d'impact sur les ratios des décès maternels. Et sur ce, c'est parce qu'il y a la fréquentation à travers la sensibilisation et la gratuité. Vous savez bien que, quelle qu'en soit la volonté, alors les retards même, surtout dans les décès maternels, c'est surtout la décision même dans la communauté, dans la famille, le premier des retards, d'aller consulter. Si on a les poches vides, c'est pas évident. Mais avec la gratuité, ça a beaucoup impacté sur la fréquentation et du coup, les femmes arrivent et les bébés arrivent à avoir des soins de qualité et ce qui a beaucoup impacté sur les ratios avec la baisse de la courbe des indicateurs en lien avec la santé maternelle et infantile. Ok, on l'a dit au début, ce métier, c'est un métier noble et exaltant. Quelles doivent être les qualités d'une sage-femme ou d'un magnéticien? Comment faire pour réussir cette tâche-là, cette mission? Ok, merci. Alors, les qualités d'une sage-femme, il faut dire qu'une sage-femme, tout d'abord, doit être bienveillante. Il faut tout d'abord aimer son métier. Venir dans la profession par vocation. Si on vient dans la profession par vocation, alors on travaille, mais on aura l'impression de s'amuser. Je pourrais dire le mot entre griffes, parce qu'on ne se lasse pas de ce qu'on fait. Et les cris des femmes
on ne considère pas ça comme étant des caprices, mais une situation normale. On comprend déjà la profession, on aime ce qu'on fait, on aime apporter de l'humanisme aux femmes. Donc, elle doit apporter des soins avec humanisme, respect, respecter la dignité de la femme, respecter la confidentialité et elle doit être accueillante, surtout accueillante, accueillante, accueillante. Elle dit que l'accueil, une femme qui est bien accueillie est à moitié guérie. Donc, et être surtout professionnelle. Dans le professionnalisme, on retrouve du tout. Il y a l'éthique dedans, il y a la déontologie, il y a le respect de l'offre de service en suivant les normes et les protocoles édictés. Bien sûr, dans un esprit de bienveillance et de l'humanisme. Okay. Vous voulez ajouter quelque chose, Madame Debien? Bon, j'allais ajouter que la sage-femme, elle est à la fois un prestataire, mais également une conseillère. Voilà, parce que même après les soins, il y a certaines femmes qui restent en contact avec nous. C'est-à-dire qu'elle est à la maison, dès qu'il y a un petit signe, ou bien dès qu'elle aperçoit quelque chose d'anormal dans son organisme, elle fait appel à la sage-femme ou se dirige dans la formation sanitaire. C'est déjà bien. Ça prouve que les femmes s'intéressent. Et quand elles viennent dans nos formations sanitaires, nous devons faire de notre mieux pour donner le meilleur de nous-mêmes, à travers un bon accueil, à travers une écoute attentive, à travers des soins de qualité. Donc, ce qui va renforcer davantage la confiance entre nous et nos clientes. Est-ce qu'au niveau des maïticiens, il y a des apports particuliers? Est-ce que vous n'êtes pas femme? Oui. Quelles sont les qualités qu'il faut développer pour garder la confiance de ces femmes-là? Bon, je dirais, comme elles l'ont déjà dit, hein, maïticien, sage-femme, c'est pratiquement la même chose. Mais ce que j'allais ajouter, c'est surtout l'accueil. Hein. Il faut être vraiment accueillant. Il faut être à l'écoute des femmes et comprendre effectivement les ressentis. Voilà, quand on comprend effectivement les ressentis, on arrive effectivement à répondre effectivement à leurs besoins. J'allais ajouter aussi, nous sommes dans des écoles de formation et ce que nous demandons, il faut être compétent. C'est-à-dire il faut connaître son travail et on ne peut pas connaître son travail si on n'aime pas son travail comme la présidente l'a dit. Donc il faut avoir vraiment l'amour du métier et travailler effectivement à relever le niveau également de ses compétences. Et quand vous avez vraiment ça, vous êtes accueillant, vous écoutez, vous aimez ce que vous faites et que vous avez les compétences, vous ne pouvez qu'être vraiment un bon maïticien ou une bonne sage-femme. Vous avez dit tantôt que vous êtes les premiers à annoncer la grossesse même à la femme. Comment cette nouvelle est perçue par ces femmes-là? Peut-être les femmes qui attendaient depuis longtemps. Oui. Peut-être il y a d'autres aussi, c'est pas voilà, c'est pas bien perçu parce que voilà, il y a des grossesses qui ne sont pas désirées. Exactement. Voilà. Parlez-nous un peu de ces mais la plupart du temps, les gens accueillent la nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme, surtout dans les cas où vraiment ça fait, parce que nous sommes dans des sociétés pro-natalistes comme on le dit, hein. Une fois que vous vous mariez, les gens veulent que dès les mois prochains, là, on dise quand même que voilà, les règles se sont arrêtées et qu'on attend un bébé. Donc habituellement, pour ces gens de femmes, quand elles arrivent et après examen, vous dites que madame, à la fin de notre examen, bon, en tout cas, on peut vous dire que vous êtes enceinte. La plupart du temps, en tout cas, beaucoup même vont crier de joie puis dire qu'elles attendent ces moments-là depuis longtemps. Donc, c'est des moments effectivement de joie. Voilà, surtout, en tout cas, lorsque la grossesse est vraiment désirée, comme on le disait tantôt. Ok, Madame Zungourana, à partir de cet instant-là, quel doit être le comportement que doit adopter maintenant la femme qui est enceinte depuis l'annonce de la nouvelle de la grossesse? Quel comportement elle doit adopter pour traverser cette période jusqu'à l'accouchement? Alors, il faut dire que depuis l'annonce de la grossesse à la femme est un début de travail et de relations interpersonnelles entre la sage-femme et la femme. Dans ce sens que c'est une préparation. La préparation à l'accouchement commence dès le premier jour de l'annonce de la grossesse à la femme. Il faut déjà l'informer que la situation dans laquelle elle se situe, la féliciter et également lui donner toutes les informations concernant la grossesse. Comment est-ce que la grossesse va évoluer? Comment est-ce que son corps sera transformé? Quelles sont les attitudes qu'elle doit adopter?
quels sont les signes de danger et comment est-ce qu'elle doit se préparer pour d'éventuelles complications. Bien sûr, il faut l'informer qu'une grossesse, même bien suivie, et on dit que 15% des grossesses, probablement, il peut y avoir des complications. Donc, il faut donner toutes ces informations pour que la femme soit préparée, qu'à tout moment, il peut y arriver une situation. Et elle est informée sur les signes de danger. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'elle se prépare. La préparation à l'accouchement commence dès le premier jour, avec la femme. Demander à ce que son mari s'implique. Demander l'implication de la famille. Et dès que toute la famille est impliquée, cette préparation donne vraiment la joie. Les gens attendent vraiment avec bienveillance la venue de l'enfant. Et le jour de l'accouchement, c'est vraiment une très grande joie. Donc la préparation, le premier jour, vous restez en contact jusqu'à l'accouchement. Vous avez parlé de l'implication des hommes, c'est pas du tout évident. Est-ce que les femmes que vous suivez, vous voyez réellement une réelle implication des hommes au Burkina pour aider, assister? Et en quoi l'implication des hommes peut aider la femme à pouvoir traverser cette période-là? En toute quiétude, quoi. Oui, c'est vrai que l'implication des hommes a une très grande importance. Parce que la femme seule ne peut pas mener, quand on parle de la grossesse, l'expérience positive d'une grossesse, c'est quand la femme a vraiment son environnement et avec elle. À commencer par le mari. Le mari qui est son compagnon de tous les jours doit être informé sur l'évolution de la grossesse. Il doit être informé de ce qu'il doit faire, les signes de danger, tout ce que je venais de vous dire tout à l'heure, le mari doit être informé. Et en cas d'absence également, toute la famille doit être informée. Qui doit accompagner la femme? Toute l'évolution de la femme, de la grossesse plutôt, le mari doit être informé, ainsi que la personne même qui doit accompagner la femme doit être informée. C'est une réalité au Burkina. C'est une réalité, ça fait que ça prévient les complications, parce que dès qu'il y a un signe de danger, tout le monde est mobilisé et rapidement, on est dans la formation sanitaire, on bénéficie des soins avant qu'il n'y ait vraiment de complications majeures. Il est très important. Mais il faut dire que c'est vrai que c'est un défi majeur qui reste, mais il y a actuellement des interventions qui sont mises en œuvre. Je prends l'exemple de Marie, Marie modèle, voilà, époux modèle. Il y a des sensibilisations. Voilà, des sensibilisations. On prend des hommes qui sont des modèles et qui sensibilisent les pères dans la communauté pour leur montrer l'importance même de l'implication du mari dans l'accouchement. Et effectivement, quand vous voyez une femme qui a vraiment l'adhésion de son mari, qui l'accompagne, qui la soutient, le jour de l'accouchement, on sent vraiment la joie. Vous imaginez une femme qui est en travail et qui a une contraction. Entre-temps, même après la contraction, elle est là, elle rit, elle sourit, parce que le mari est à côté, qui la taquine, et elle est là. Il y a des moments comme ça dans les hôpitaux. Et nous, actuellement, il faut dire qu'avec la sensibilisation, les maris s'intéressent, mais les maris s'impliquent dans la santé de leurs femmes et leurs familles. Voilà. Voilà, Madame Nebié, quels sont les risques qu'encourent les femmes qui refusent de se faire suivre par les professionnels de santé? Est-ce qu'il y a des risques qui sont là auxquels elles s'exposent? Il y a des risques qui sont là. Parce que si vous venez pour les PEZ, les CPN, il y a un certain nombre de conseils que nous donnons aux femmes. Comme le président venait de le dire, dès qu'il y a une apparition d'un signe de danger, quelque chose d'anormal, des saignements, des douleurs au bas-ventre, etc., il faut venir rapidement dans un centre de santé. Donc, pour une femme enceinte qui ne fréquente pas un centre de santé, vous êtes d'accord avec moi que cette femme, c'est-à-dire tous ces signes vont passer. C'est-à-dire qu'elle va développer ces signes chez elle à la maison, ce qui est un risque pour elle et puis la grossesse. Donc du coup, nous les invitons à venir davantage dans nos centres de santé. Dès qu'il y a un signe anormal que vous sentez, venez dans nos centres de santé. Parce que pour une femme enceinte qui ne fréquente pas un centre de santé, il y a un danger, puisqu'elle ne va pas bénéficier des PEZ, elle ne va pas bénéficier des examens sanguins, elle ne va pas bénéficier d'une prise en charge, peut-être que d'examens même qui vont voir est-ce que le bébé est bien placé pour pouvoir sortir, est-ce que le bébé nécessite une intervention chirurgicale pour sortir, il y a tous ces aspects. Donc, nous nous amusons pas dans la sensibilisation. Chaque fois que l'occasion se présente, on fait des sensibilisations, on invite les femmes à fréquenter les centres de santé, le plus proche. Dès qu'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, c'est toujours mieux de venir. Là, si le prestataire dit qu'il n'y a pas de souci, vous repartez chez vous tranquillement au lieu de rester à la maison et après, c'est des dommages pour tout le monde.
Ici au Drago, on voit aussi des femmes qui utilisent on dit les conseils ou c'est les quoi de la vieille mère là. Oui. La prise des tisanes qui ne respectent pas souvent les normes. Oui. Voilà, pour faciliter le déroulement de la grossesse, ou bien il y a des gens qui donnent ça à l'enfant pour que l'enfant puisse marcher rapidement, développer la croissance. Quel conseil vous avez? Est-ce que c'est des méthodes qui sont indiquées? Bon, il faut dire qu'il faut véritablement nuancer. Ces conseils de la vieille mère, ça peut être peut-être parfois utile, mais dans bien de cas, ça ne se passe pas bien. Comme on a dit, lorsque vous visitez effectivement les centres de santé, si on prend pendant la grossesse, il y a un paquet de soins qui sont offerts à la femme, également à son enfant qui est toujours encore dans l'utérus. Et après également l'accouchement, ce que nous appelons les visites postnatales, il y a également un paquet de soins. Et si on prend pendant la grossesse, il y a des soins qu'on va donner, des soins curatifs, c'est-à-dire qu'on va examiner la femme. Si d'aventure on découvre une maladie au cours de la consultation, on va donner effectivement des médicaments. On va donner des médicaments qui vont prévenir des maladies. Genre, par exemple, on vaccine contre la tétanos, on donne des médicaments pour prévenir effectivement l'anémie. Voilà. On donne également des soins également pour promouvoir la santé. On donne par exemple une moustiquaire. Voilà. On conseille des aliments qu'il faut manger, des aliments qui vont apporter également, renforcer le taux d'hémoglobine, qui vont apporter également des minéraux à l'organisme. Et après également l'accouchement là, il y a également ce que nous appelons la consultation des nourrissons sains. C'est-à-dire l'enfant n'est pas malade, mais il faut régulièrement voir effectivement l'enfant, estimer régulièrement la croissance de l'enfant, voir est-ce qu'il prend correctement le sein, est-ce qu'il est bien nourri. Et lorsqu'il y a effectivement des insuffisances, nous donnons également des conseils et habituellement tout rentre dans l'ordre. Mais donner les décoctions, ce n'est vraiment pas toujours conseillé. Parce que, voilà, il faut être prudent, parce que parfois ça peut être véritablement nocif à la femme et parfois même à l'enfant. Voilà. Madame la Présidente, on parle souvent des complications liées à la grossesse. C'est quoi au juste? Qu'est-ce qui peut occasionner ces complications? Et comment vous les gérez? Alors, les complications liées à la grossesse, il y a plusieurs situations. Voilà, il y a des complications d'abord au premier trimestre de la grossesse, des complications au deuxième trimestre et également des complications au troisième trimestre. Donc, bon, au premier trimestre, entre autres, on peut trouver quoi? On peut trouver une grossesse extra-utérine. Voilà, on peut trouver également... Une grossesse extra-utérine, c'est quand l'œuf, après ovulation, pendant la migration de l'œuf pour aller s'implanter au niveau de l'utérus, et reste en cours de route. Ça peut être au niveau des trompes, en tout cas, ou à quelque part dans les viscères. Donc, c'est une grossesse extra-utérine, voilà, et qui peut être rompue. En ce moment, il faut courir, voilà. Et il y a également les cas d'avortement, qui peuvent se compliquer déjà en hémorragie et même en état de choc, voilà. Et il y a, dans le deuxième trimestre, voilà, on peut avoir le placenta prévia, ça veut dire quand le placenta est mal inséré, n'est pas posé dans son endroit normal, dans son lit normal. Voilà, donc ça peut causer des complications. Voilà, et également nous pouvons avoir ce qu'on appelle HRP. Voilà, c'est un hématome rétroplacentaire. Voilà, nous pouvons avoir le syndrome de Ben-Kaiser. Voilà, nous pouvons également avoir une rupture utérine. Voilà, il y a des complications comme ça qui peuvent survenir. Ça, c'est pendant la grossesse. Il y a également des complications liées à des pathologies, des tares même déjà que la femme a déjà. Nous avons, il y en a qui ont déjà la tension qui existait même déjà avant la grossesse. Alors, avec la grossesse, ça peut se compliquer. Comme ça peut être la venue de la grossesse aussi qui enclenche cette situation d'HTA et qui pourrait également finir par une éclampsie. Voilà. Donc, bon, il y a plusieurs complications liées à la grossesse comme ça. On peut gérer, voilà, il y a plusieurs, en fonction des tares déjà que la femme a. Donc, d'où l'objectif et ce qui est essentiel, c'est de bien suivre, voilà, la grossesse. Donc,
On parle également de fausses couches. C'est quoi une fausse couche? Oui. Bon, j'allais ajouter sur les complications avant de revenir sur les fausses couches. Comme elle a dit au début, environ 15% de toutes les femmes enceintes là feront des complications. Et c'est des complications qu'on ne peut pas prévoir. On ne peut pas prévoir telle femme-là, elle fera une complication. Il y a des femmes qui ont été bien suivies, il n'y avait pas de problème et puis à la fin, elles ont fait des complications. On a dit que les femmes pourront faire des complications. À la fin, il n'y a pas eu de complications. Donc, véritablement, il faut suivre toutes les grossesses. Voilà. Maintenant, pour revenir aux fausses couches, c'est ce qu'on appelle également chez nous des avortements. Voilà, c'est l'avortement qu'on appelle également fausse couche. Et chez nous, généralement, une grossesse de moins de 5 mois de grossesse, lorsque la grossesse coule là, on dit que c'est une fausse couche ou bien c'est un avortement. Voilà. C'est traumatisant pour la femme, surtout celle qui vient d'avoir son premier enfant. Exactement. Quand ça arrive, c'est choquant quand même. Parfois, c'est difficile à vivre et voilà pourquoi on va dire également que dans... En tout cas, le système du ministère de la Santé, il y a ce qu'on appelle également les soins après avortement. C'est un paquet de soins et à l'intérieur également, il y a effectivement le soutien psychologique également à la femme pour dire que habituellement, lorsque il n'y a pas un problème particulier, c'est des choses également qui arrivent, mais à la fin également, elle pourrait également avoir une grossesse qu'elle pourra mener également à terme. Si après investigation également on trouve également des causes de cette fausse couche-là, on pourrait également prendre en charge et puis bon, la prochaine fois ça peut toujours être la bonne. Sinon, en tout cas, elles sont quand même soutenues pour ne pas penser que bon, on a perdu la grossesse, c'est fini, mais parfois même il y a une sorte aussi de sélection naturelle dans l'organisme. Souvent, il faut accepter parce que voilà, souvent là, ça échappe et plus tard on va trouver qu'il y a une grosse malformation et on est même obligé parfois d'interrompre la grossesse ou bien elle va accoucher mais l'enfant n'est pas viable. Donc parfois c'est comme si bon, on a abrégé un peu la souffrance de la femme. Okay, Madame Nibier, on va parler maintenant de l'accouchement. Comment ça se passe quand la femme est prête pour aller dans les lits d'accouchement? Il faut combien de sages-femmes pour pouvoir assurer l'accouchement? Et ça dure combien de temps? La durée, ça dépend de la femme. Voilà, et combien de prestataires? C'est une seule personne. Voilà, une seule sage-femme ou un seul maïticien. C'est bon. Et avant que la femme ne rentre dans la salle d'accouchement, il y a des conseils que nous allons lui prodiguer. Est-ce que ça rentre en ce moment? Parce qu'elle... Mais il y a des accompagnants qui sont à côté et vous savez que pendant les pesées même, on vous a parlé tantôt qu'il y a eu des conseils. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites pendant les consultations prénatales. Donc ça maintenant c'est juste un rappel. Parce qu'on dit que le rappel, il est pédagogique. Donc qu'est-ce qu'on fait quand la femme, avant que la femme ne rentre en salle? Il y a des conseils encore que nous allons lui donner. Madame, maintenant nous sommes à l'instant T. Et c'est à vous de nous aider. Parce que la sage-femme est là juste pour aider la femme. Elle ne peut pas rentrer et puis faire sortir les bébés. Donc c'est à elle en tout cas que tout le travail revient. Et nous allons être là pour lui apporter un soutien psychologique parce qu'elle en aura besoin. C'est une période très très difficile, c'est une période très très douloureuse, une période d'angoisse parce qu'il y a les accompagnants qui sont dehors, il y a le conjoint qui est dehors. C'est 9 mois d'attente, c'est 9 mois d'espoir. Donc tout l'espoir repose sur la sage-femme qui est là. Donc nous faisons de notre mieux en mettant le Seigneur devant pour que vraiment tout se passe bien. C'est un moment où la femme est entre la vie et la mort. Et qu'est-ce que vous faites concrètement, Blanche? Ok, alors pour une femme qui est admise pour un travail d'accouchement, il faut réévaluer encore sa préparation à l'accouchement. Il faut faire... parce qu'il y en a qui ont eu vraiment la chance d'avoir une préparation à l'accouchement, mais il y en a qui n'ont pas eu la chance. Même celles qui ont eu la chance d'avoir une bonne préparation, au début de la grossesse encore, il y a un counseling qu'il faut refaire pour encore montrer à la femme comment est-ce qu'elle doit gérer ses contractions, elle est à quel niveau, lui donner toutes les informations nécessaires dans chaque examen. Et également, c'est un moment pour la sage-femme de mettre en place les outils nécessaires pour le suivi de la femme
Voilà, nous avons le pactogramme, mais actuellement, selon les recommandations de l'OMS, nous parlons de guide de gestion de travail d'accouchement, qui est un outil que nous utilisons pour suivre la femme. Et en cas de complications, tout est sorti. Et également, évaluer les besoins de la femme. Et nous sommes actuellement en train d'aller pour des soins humanisants et compatissants. Donc, en ce sens, nous demandons à ce qu'il y ait un accompagnant qui est à côté de la femme. Et cet accompagnant, pendant la grossesse même déjà, au cours de la grossesse, lors de la préparation, on prépare déjà la femme pour le choix de l'accompagnant. Et une fois que l'accompagnant a été choisi, le jour de l'accouchement encore, on refait encore le counseling. Quelles sont les attitudes? Comment est-ce que cet accompagnant doit se comporter avec la femme pour non seulement soulager sa douleur, parce que la douleur, ce n'est pas forcément le médicament. La verbacaïe, nous appelons ça le fait de parler déjà, ça contribue beaucoup à soulager la femme. Il y a des attitudes qui contribuent à soulager la douleur de la femme. Donc, l'accompagnant est vraiment sensibilisé et orienté sur comment est-ce que aider la femme à non seulement vivre cette expérience positive de l'accouchement, bien évidemment même avec la sage-femme à côté. Est-ce que le conjoint est autorisé à assister à l'accouchement? Le conjoint est autorisé à assister à l'accouchement si les conditions le permettent. Vous connaissez bien que souvent nos infrastructures ne sont pas aussi adaptées pour qu'il y ait une seule femme sur la table d'accouchement. S'il y a plusieurs femmes, il est difficile pour question de dignité et d'intimité de pouvoir laisser un homme rentrer. Mais si toutefois la femme, elle est seule, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et c'est l'idéal même. Nous avons eu à faire des accouchements comme ça. Et c'est des moments forts, intenses, que souvent on demande même au monsieur, à l'époux, de sectionner même le cordon de l'enfant. Et c'est des moments d'intense d'émotion. Il faut être courageux pour pouvoir assister et pratiquer tout ça. Voilà. Parlant toujours de l'accouchement, c'est des moments où il y a des incompréhensions entre vous, sages-femmes haïtiens, et les patientes en ce moment. Il y a beaucoup qui ne vous comprennent pas. On dit que vous abusez trop de votre pouvoir. Il y a des plaintes qui sont là. Il y a d'autres même qui disent il y a des mois où vous en arrivez aux mains. Voilà. Est-ce que c'est des situations qui arrivent? Bon, ça peut, on l'apprend aussi. Hein. Il faut dire que au-delà de tout ce qui s'est dit, il faut dire qu'il y a beaucoup de sages-femmes et de maïticiens qui font un travail considérable, mais nous sommes nombreux. Il peut y avoir véritablement aussi, comme on le dit entre griffes, des brebis galeuses. Mais il faut dire que parfois, il arrive des moments où, vraiment, comme on l'a dit, souvent, on est vraiment au moment ultime. Hein, au moment ultime, la tête de l'enfant est là, on demande à madame de pousser, voilà, pour que l'enfant puisse sortir, parce que lorsqu'il va rester bloqué, il n'arrive plus à respirer. Voilà, après, il faut courir contre la montre pour pouvoir, en tout cas, le réanimer. Donc, il peut arriver des fois, effectivement, à ces moments précis-là, qu'il y ait des incompréhensions. Il y a eu des fois même où, comme elle le disait, quand l'accompagnant, effectivement, est là, souvent, c'est les accompagnants même qui ont tendance à violenter la femme, à crier dessus, parfois même à vouloir taper pour dire il faut pousser parce que tu vas tuer ton enfant. Mais au-delà de ça aussi, c'est comme elle a dit tantôt, hein, parfois c'est vraiment le manque de préparation de nos femmes parce que nous n'avons pas toujours les moyens nécessaires effectivement pour faire le travail comme il se doit. Sinon, toutes les femmes devraient recevoir effectivement cette préparation à l'accouchement avant le jour J. Je vous avoue qu'il y a des femmes qui arrivent sur la table d'accouchement qui ne savent pas comment ça se passe. Voilà, elle ne sait pas comment ça se passe, elle sait qu'elle est enceinte. Bon, on dit l'enfant doit sortir. Bon, parfois même, il y en a qui ne savent pas par où l'enfant va sortir. Voilà, donc ça fait que c'est des moments où on peut avoir véritablement des incompréhensions, mais je pense que ces incompréhensions-là ne courent pas trop la rue. Hein. Voilà, parfois c'est eu égard également à l'inexpérience également parfois de nos membres. Sinon, lorsque on communique bien, finalement tout finit effectivement par s'arranger. Sinon, parfois aussi, il faut dire qu'il y en a au moment ultime, elle démissionne. Voilà, parfois elle va dire non, il faut arrêter, il faut aller m'opérer, je ne peux plus pousser. Alors qu'il suffit juste d'un petit effort
Et puis voilà. Voilà. Madame la Présidente, est-ce que vous avez des informations voilà, faisant cas de ces incompréhensions où les femmes sont violentées, on les crie dessus, alors que ce sont des moments où elles ont besoin d'assistance, de paroles douces et d'accompagnement de votre part? Quand même, il y a des brebis galeuses parmi vous, même s'il y a des gens qui font de façon professionnelle le travail. Vraiment, c'est une situation préoccupante, je le dirais. Et cette situation ne se situe pas spécifiquement au niveau de la profession sage-femme. Hein. Voilà. Même dans tous les corps de métier. Comme on parle spécifiquement des sages-femmes. Voilà, c'est pour dire que il y a des brebis galeuses partout. Voilà. Et malheureusement, ce sont ces brebis galeuses-là qui font ternir l'image de toute une profession. Quand on réunit par exemple 100 sages-femmes et que même qu'il n'y a que 2 qui ont des comportements indécents, ce ne sont que pour les 2 qu'on voit. Parce que vous savez bien qu'en maternité, la salle d'accouchement est un lieu très délicat. Parce que pendant les moments de douleur, il y a des incompréhensions qui existent entre la femme, entre l'accompagnante et la sage-femme. En dehors, il faut dire que la majorité travaille avec professionnalisme. Sinon, vous imaginez les milliers de femmes qui accouchent avec expérience positive, ce n'est pas facile. Mais reconnaissez qu'après le service rendu, il y a des femmes qui ont eu à recevoir des mots et des situations, mais qui reviennent remercier parce que simplement ils ont compris que non, si la sage-femme a eu à prodiguer ou à dire des choses, c'est tout simplement pour son bien. Parce qu'à la dernière, mais soyez-en rassurés. Actuellement, là, c'est des situations qui deviennent de plus en plus rares avec les sensibilisations et avec la population qui est maintenant avisée, avec les plaintes de partout. Voilà, donc même ces brebis galeuses-là sont en train de revenir. Et il faut dire que nous, également, au niveau de l'association, nous faisons des sensibilisations aussi pour ramener. Voilà. Avec monsieur et madame Nevier. Voilà, il y a des situations où vous essayez de donner vie, voilà, et malheureusement la situation ne se passe pas comme vous le voulez, et l'enfant, la maman s'en va avec les bébés dans les ventres. Comment vous vivez cette situation? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Bon, je peux dire que je rends grâce à Dieu, ça ne m'est pas encore arrivé, mais dans mon entourage, dans les formations sanitaires que nous fréquentons, c'est des cas qui arrivent. Et en tant que membre de l'association des sages-femmes, c'est des cas vraiment déplorables. On ne peut pas périr en voulant donner la vie. Donc je pense que nos premières autorités ont pris à bras le corps ce problème parce que les cas de décès maternel sont de plus en plus récurrents. On a perdu des collègues, on a perdu des proches, on a perdu des parents qui ont voulu donner vie et ont perdu vie. Donc, les autorités, en tout cas, ont pris à bras le corps ce problème. Et je pense que les choses sont en train d'être faites. Il y a des audits qui sont faits, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et au niveau même des sages-femmes, il y a le renforcement de compétences, parce que souvent, peut-être qu'il y a eu un problème de compétences, un problème de négligence, ou bien même du côté de la femme, peut-être qu'il y a un retard, en tout cas, pour venir dans la formation sanitaire. Parce que tout ça, c'est des cas qui concourent à ces dégâts. Pour une femme peut-être qui devrait venir très tôt, peut-être 30 minutes, 1 heure avant dans une formation sanitaire et qui vient carrément après, qui baigne dans du sang, c'est vraiment déplorable. Et il faut dire que c'est des cas qui attristent, c'est des cas qui marquent à vie. Parce que ça peut être votre soeur, ça peut être votre parent, et c'est des situations que nous ne souhaitons pas voir dans notre pays. Est-ce que vous avez vécu ces moments? Oui, on a vécu des moments où on s'est battu pour sauver effectivement des femmes qu'on n'a pas pu. Et il faut dire que c'est toujours... on vit ces moments également parfois comme vraiment un échec. Parce que c'est toujours douloureux de voir une femme effectivement mourir en voulant donner la vie. J'ai fait beaucoup d'années dans le Sahel et ça n'a pas été facile parce qu'on n'avait pas toujours, en tout cas, les moyens nécessaires. Il faut dire également que les femmes arrivaient souvent également en retard. Les
femmes arrivaient parfois en retard. Et souvent, bon, il y avait effectivement le problème de manque de sang. Donc, il y a eu effectivement des cas où on a perdu des bébés. Voilà. Parfois, on a perdu le bébé et sa maman. Et vous allez faire des jours et des jours. Hein, vous posez des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi c'est arrivé? Hein, et parfois, vous vivez également ces moments-là, également avec la famille. Et je vous avoue que parfois, on est fort. Mais après, dans les salles de garde, vous allez voir en tout cas des sages-femmes et des maïticiens qui vont vraiment pleurer à chaudes larmes. Hein, et parfois, il faut également les soutenir. Parce que parfois également, nous traversons également des moments en tout cas de stress, hein, et parfois également d'angoisse liée en tout cas à ces pertes-là également. Parce que c'est vraiment un échec, hein, quand vous recevez une femme qui arrive avec soit son enfant qui est vivant, qui ressort sans son enfant, ou bien qu'elle arrive vivante et qu'elle ressort sans vie sur un brancard. Voilà, c'est des moments très douloureux et nul ne souhaite vivre vraiment ces moments. En 30 secondes, vous allez donner aussi votre expérience. C'est une situation vraiment déplorable d'assister à un décès maternel parce que échanger, parler, rire avec une personne tout de suite et dans les quelques heures qui suivent, vous enregistrez son décès. C'est une situation, moi personnellement, j'ai eu à pleurer à chaudes larmes, voilà, dans plusieurs situations. Et immédiatement, dans ces situations, on doit se réconforter. Non seulement on doit réconforter la famille, soit même se réconforter parce qu'il y a d'autres femmes qui attendent, qui ont besoin de vous. Donc sur place, il faut trouver ce courage-là pour se ressaisir et puis encore, toujours poursuivre en donnant les soins, toujours dans l'humanisme, à celles qui sont là, qui attendent toujours. Donc ce n'est vraiment pas facile et la psychologie de la sage-femme doit être prise en compte dans ces situations-là. Ok, on va parler maintenant de l'association burkinabé des sages-femmes et maïticiens. Voilà, qu'est-ce qui est fait au sein de l'association concrètement? Alors, il faut dire que l'association burkinabé des sages-femmes et maïticiens, dans la mise en œuvre de ces activités, surtout a un objectif que le bien-être et la santé de la mère et de l'enfant, voilà, et sa vision que chaque femme puisse avoir accès aux soins d'une sage-femme. Donc, dans ce sens, nous faisons le plaidoyer auprès des autorités pour que la sage-femme, la profession soit vraiment valorisée, soit considérée et qu'il y ait le nécessaire pour que les sages-femmes puissent travailler en toute quiétude. Nous faisons également des sensibilisations à l'endroit des sages-femmes pour les amener à travailler toujours renforcés dans le professionnalisme et également des sensibilisations à l'endroit de la communauté pour non seulement faire comprendre même le rôle de la sage-femme qui n'est toujours pas connu, très bien connu dans la population, recueillir leurs observations par rapport aux agissements des sages-femmes et tout, les appréciations. Mais j'avoue que le retour est beaucoup positif, voilà. Mais c'est comme je le disais, il suffit qu'une seule personne seulement soit désagréable et ça impacte toute une profession. Donc nous faisons également des formations, renforcement de compétences, voilà. Donc, Madame Nibié, est-ce que ces formations, ces sensibilisations ont amené un changement de comportement au sein des membres de l'association et des sages-femmes de façon générale? Comme je le disais, l'association en tout cas fait de son mieux, voilà, pour le renforcement des compétences de ses membres. Tout le temps, on est en train de courir pour vraiment avoir l'accompagnement du ministère de la Santé. Et je peux dire que ces formations ont un impact positif parce que de plus en plus, on a de bons retours. Des collègues même qui nous font de bons retours parce que les formations sanitaires sont de plus en plus fréquentées. Un centre de santé qui n'était pas fréquenté avant et après, ça commence à se remplir. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait. L'accueil a été amélioré, les services sont de qualité. Donc, on peut dire que les formations, les renforcements de compétences ont un impact positif, même s'il y a encore du pain sur la planche, il y a encore du travail derrière à faire. Monsieur Ouedraogo, aux aires du télénovela, on ne voit plus les sages-femmes dans les salles d'attente en train de suivre les films au lieu de s'occuper des patients. Ça, ce n'est plus possible, voilà, ce n'est plus à l'ordre du jour. Voilà, donc il y a un changement radical. Il y a un changement, oui, il y a un changement. Les gens ont pris conscience. Voilà. Non.
Voilà. Et puis, j'allais ajouter aussi qu'il y a les sensibilisations. Hein. Chaque fois qu'on a une rencontre, chaque fois qu'on a l'occasion de réunir des sages-femmes, on parle toujours de l'accueil, de la qualité des soins. Parce que ça y va de notre intérêt. Parce que nous avons des sœurs, nous sommes aussi appelés à accoucher. Donc, on fait de notre mieux pour faire passer le message. Okay. Madame la Présidente avait évoqué votre cheval de bataille, c'est permettre à chaque Burkinabé, les femmes surtout, d'avoir accès au centre de santé. On voit les personnes vivant avec un handicap. Souvent, il n'y a pas le plateau qui est adapté à leur situation. Est-ce que vous faites des plaidoyers au niveau du ministère et des partenaires pour que ces femmes aussi aient un accès équitable aux soins de santé que les autres femmes? Oui, c'est vrai, c'est une situation préoccupante et en lien avec le droit de l'homme, le droit à la dignité. Il y a des situations souvent que malheureusement nos infrastructures ne sont pas adaptées. Voilà, les rames d'accès. Voilà, il n'y a pas de rames d'accès et voilà, il y a les tables qui ne sont pas adaptées pour que, vous imaginez, une fois, une femme qui était, elle n'arrivait pas, en tout cas, elle était dans des difficultés pour pouvoir aller sur la table. Et il y a des prestataires qui ont voulu l'aider en soulevant cette bonne dame pour mettre sur la table. Mais elle a fondu en larmes parce que pour elle, elle voyait sa dignité bafouée. Pourquoi est-ce que vous allez me soulever comme un enfant sur la table? Parce que je suis qui? Je ne ressemble pas aux autres. Plein de questions. Donc, c'est question de droit et nous faisons la sensibilisation auprès de nos autorités pour que, et non seulement les infrastructures qui sont en cours de réalisation, qu'on puisse tenir compte voilà, de ces aspects-là surtout, voilà, et que des infrastructures existantes, essayer de voir comment est-ce que, dans quelle mesure on peut déjà pallier à cette situation-là, afin de rétablir le droit de ces personnes-là. Est-ce que le plateau technique qui existe actuellement, ça répond, parce qu'on voit plusieurs fois pendant les accouchements des femmes tomber du lit d'accouchement et qui perdent la vie. Est-ce qu'actuellement il y a une amélioration dans ce sens-là? Que ce soit en ville ou en campagne? Oui, il y a une amélioration dans ce sens-là, parce qu'au fur et à mesure, dans la stratégie en tout cas du ministère, avec les équipements qui se fait, il y a une avancée. Mais toujours est-il que on peut améliorer. Et on lance l'appel pour que ça soit amélioré. Ça, c'est des difficultés que nous allons souligner. Hein, tout à fait. Parce que c'est un message, un coup de cœur aussi que nous allons lancer à nos autorités de renforcer le plateau technique. Il y a un travail qui est fait déjà, mais il y a encore des choses à faire. On va aller plus rapidement la situation des crises sécuritaires avec le travail, parce que quel qu'en soit le lieu, il y a un agent de santé un peu partout au Burkina. Avec la crise que nous vivons, comment vous avez des retours de vos collègues qui y travaillent? Comment se fait la pratique du métier à cette période de crise sécuritaire? Bon, oui, il faut dire que actuellement le travail des sages-femmes est vraiment difficile avec le retour qu'on a. Et je pense que c'est au regard de ce contexte-là que cette année, l'AICM, qui est la Confédération internationale des sages-femmes, a prévu le thème de la célébration de la journée de cette année, sages-femmes indispensables dans chaque crise. C'est pour dire combien ce thème-là révèle le rôle tellement important de la sage-femme dans toutes les crises. Parce que les crises n'arrêtent pas les accouchements. Les crises n'arrêtent pas la recherche de soins de santé maternelle et infantile. Et lorsque même tout le monde n'est pas là, la sage-femme là est toujours là pour offrir des soins de maternité dignes, des soins respectueux également aux femmes et également aux enfants. Et de ce que l'on reçoit du retour de certains collègues qui sont vraiment dans les zones à fort défi sécuritaire, il faut saluer leur courage et leur résilience. Parce qu'en dépit de tout, ils abattent un travail énorme, parfois au pire même de leur vie, parce que parfois c'est difficile même pour manger, mais chaque fois qu'il y a des femmes, effectivement, ils se battent quand même. Ils sont résilients quand même. Ouais. Donc on va parler de la commémoration de la Journée mondiale de la sage-femme cette année. Qu'est-ce qui est à l'ordre du jour?
présidente. Merci. Alors, cette année, la commémoration de la Journée internationale de la sage-femme 2025, l'association burkinabé des sages-femmes commémore la journée durant tout le mois de mai, en ce sens que depuis le début, le premier jour du mois, il y a dans toutes les 13 régions, puisque l'association est représentée dans toutes les 13 régions, il y a des activités qui sont menées, notamment des conférences, des débats avec nos éminents maîtres et également avec nos chères sages-femmes, à l'endroit de la communauté, à l'endroit de les sages-femmes. Il y a également aussi des prestations cliniques gratuites dans les régions. Et on a prévu aussi une cérémonie qui aura lieu à Manga le 9 mai, en différé du 5 mai qui est passé. Voilà, et à Manga qui aura lieu le 9 mai, suivi d'une conférence sur les recommandations de l'OMS et également sur d'autres présentations, sur des sensibilisations également à l'endroit des sages-femmes, sur également l'éthique, déontologie et puis également sur l'accueil et tout. Donc il y a cette année, nous allons juste commémorer, faire la cérémonie en une journée. Et l'année prochaine, ça sera des journées scientifiques, puisque c'est chaque 2 ans, nous organisons en 3 jours des journées scientifiques pour l'association qui se tient en 3 jours. Voilà. Donc, Madame Nebia, pourquoi le choix de la ville de Manga? Bon, la ville de Manga, parce que c'est une des 13 régions du pays. Et c'est un mouvement rotatif. Hein. On a eu à faire ça à Koudgou, on a eu à faire ça à Bobo. Et cette année, ensemble avec les membres de l'association, avec les aînés, nous avons pensé à la cité de l'Épervier pour héberger cette journée. Ok, nous sommes à la fin de l'émission. Voilà, une émission qui est l'initiative de l'association des femmes maïticiennes du Burkina. L'association des femmes et sages-femmes et maïticiennes du Burkina. On avait sur ce plateau Madame Blanche Zungrana Zongo, qui est la présidente de l'association burkinabé des sages-femmes et maïticiens. Merci pour votre présence à cette émission et pour votre contribution. Également sur ce plateau, on avait Paul Sibiri Ouedraogo, attaché de santé. Il s'est dit que les femmes aiment plus la consultation des maïticiens que des sages-femmes. Est-ce vrai? Bon, si vous le dites, peut-être que c'est vrai, peut-être que... Ok, également sur ce plateau, Cindy Sanata Nebia Ouedraogo, sage-femme également. Merci pour votre participation à cette émission. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique. Okay.